Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme de l'ombre dont l'influence résonne et rayonne bien au-delà des projecteurs. Un stratège des relations publiques, un maître de l'image et un architecte du succès. Dans l'univers ultra concurrentiel du marketing, des célébrités et du celebrity booking, il est une référence incontournable. Depuis plus de 20 ans, il façonne les carrières, orchestre des rencontres et élabore des stratégies sur mesure pour amplifier la notoriété des marques et de talents. Sa mission ? Créer du lien, révéler des potentiels et transformer des rêves en réalité. Ah, les rêves, on va en parler. Son agence, Whispering Agency, incarne l'excellence, la discrétion et l'authenticité. Derrière chaque collaboration, chaque projet, il y a une intuition, une expertise et un réseau puissant qui font de lui un acteur clé du paysage médiatique et artistique. De Lara Fabian à Eva Longoria, il est celui qui connecte, qui propulse, qui magnifie. Mais derrière le stratège, il y a un homme qui, enfant, rêvait d'ailleurs, fasciné par les mondes qu'il découvrait à travers son écran de télévision. Parti de rien, il s'est battu pour s'imposer dans un univers où le talent, seul, ne suffit pas. Il faut du flair, de l'audace et une vision. Son parcours est une leçon de détermination et une ode à la force des rêves. Aujourd'hui, il vient nous parler de son histoire, de sa vision du métier et des secrets d'une image bien construite. Comment se démarquer ? Quelle est l'importance du style lorsqu'on est artiste ? Et surtout, comment oser devenir celui dont tu rêves ? Votre coach audio du jour est Thierry Martineau. Bonjour Thierry. Bonjour Soledad. Thierry, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? En cette année 2025, devenir celui dont tu rêves, c'est avant tout, je crois, rester qui tu es, celui auquel tu crois depuis toujours, année après année. C'est une mission fort compliquée que d'être soi et d'oser devenir celui dont tu rêves, mais l'essentiel et le moteur est simple, parce que c'est dans la question, c'est rêver. Continue de rêver. C'est marrant dans la phrase que tu dis, parce qu'un jour, j'ai rencontré Monsieur d'Ormesson il y a peut-être 15 ou 16 ans. Et il m'a dit cette phrase qui m'a marqué, qui reprend un peu cette devise-là, qui m'a dit, je lui ai raconté un peu mon histoire, on était sur un plateau télé, dans les coulisses, dans une loge, et en lui racontant mon parcours, j'admirais ce monsieur, de par sa littérature et ce qu'il incarnait. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tous les rêves sont à portée de ceux qui osent les assumer. Ah, que j'aime cette phrase. Cette phrase m'a marqué. Tu es né et tu as grandi en Corse, dans un environnement loin de l'univers des relations publiques et du marketing d'influence. Raconte-moi un peu, quel genre d'enfance tu as eu ? J'ai eu une enfance plutôt heureuse, assez simple, très simple, parce que je viens d'un milieu très modeste. Ma maman était femme de ménage, mon papa fonctionnaire à la base aérienne de Solenzara en Corse, au service des essences des armées. On n'avait pas beaucoup d'argent, il faut être honnête, mais ça m'a pas, curieusement, ça m'a pas manqué. Ça m'a plutôt forgé à écrire ma propre histoire, en fait. Alors, je ne vais pas condamner ceux qui naissent peut-être avec une cuillère en or dans la bouche, mais je pense que les histoires s'écrivent différemment, que quand tu as rien, finalement, tu as un peu envie de tout et de te donner surtout les moyens d'y arriver. Quels étaient tes rêves d'enfant ? Mes rêves d'enfant, alors j'ai toujours rêvé de Paris. Paris, ça symbolisait la lumière, ça symbolisait tous les possibles, ça symbolisait le rêve exaucé. Celui où les rencontres étaient possibles, où la lumière brillait plus fort qu'ailleurs, peut-être parce que
bon, j'avais peu de choses quand j'étais enfant, mais j'avais une chose, c'était la télévision, et qu'elle me permettait de m'évader. Et toutes ces émissions de variété que je pouvais regarder, notamment avec ma maman, me permettaient de voir que le monde était peut-être plus vaste ailleurs, et cet ailleurs, c'était Paris pour moi. Donc ça, c'était un rêve enfant, c'était vraiment Paris. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'était Paris dans tout ce que ça pouvait symboliser de possible. Est-ce que tu avais des modèles qui t'inspiraient, ceux que tu voyais justement à la télé ? Alors, enfant, pas nécessairement. Alors, je pense que comme tous les enfants de ma génération, oui, Dorothée, Hélène, voilà, c'était peut-être un peu des idoles de jeunesse. Mais s'il y a une personnalité qui m'a emporté finalement dans ce qu'elle pouvait incarner, c'est plutôt à l'adolescence, c'est Lara Fabian. J'aimais ce que dégageait cette femme de résilience, de force et de capacité à encaisser les chocs et à se relever, parce que bon, s'il y a bien une personnalité qui s'en est pris plein la tête, c'est bien elle. Et elle est restée debout face contre tous, et j'avais une forme d'admiration pour cette femme, au-delà du talent de la chanteuse évidemment. Tu aimais les mots, tu as donc grandi en Corse. À quel âge tu as quitté la Corse pour venir à Paris ? J'ai quitté la Corse à 21 ans. 21 ans. Ouais. J'ai lu quelque part qu'à 14 ans, tu as même reçu un prix de poésie. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu aimais les mots, tu aimais lire ? Alors, j'en ai même reçu plusieurs. J'ai reçu, mon premier était à l'âge de 12 ans, 12 ou 13 ans. C'était un concours de poésie organisé par plusieurs académies en France. Et ma professeure de français, qui avait certainement repéré mon goût pour l'écriture, m'a proposé de participer, et il fallait faire un recueil de poèmes sur des thèmes d'actualité, ce que j'ai fait, et j'ai gagné le premier prix national, pardon. Tu étais donc rêveur, mais aussi, j'imagine, lecteur. L'amour des mots, écrire à 12-14 ans, c'est pas rien, et d'être récompensé, c'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien, mais c'est pas tant la récompense qui m'avait... bien sûr, ça touche toujours, mais ça a été plutôt la possibilité de se rendre compte que finalement mon écriture et ce que j'avais à dire, ou de la façon que j'avais de peut-être le dire, a su faire écho auprès de ceux qui ont lu ces textes-là. Au-delà de la récompense en elle-même, c'est se dire, tiens, ma façon de voir les choses, de les écrire, de les poser, ont une résonance quelque part. Et pourtant, tu étais un garçon relativement timide. On te voit aujourd'hui éclore, et tu vas nous raconter un peu plus tard comment tu as fait ce chemin, un chemin qui fait rêver plus d'un. Mais tu étais un enfant timide en Corse, qui vient donc d'un milieu modeste, inspiré par l'écriture. Quel genre de petit garçon tu étais ? Est-ce que ça a été difficile de trouver sa place et de s'accepter ? Comme souvent de grands talents. Raconte-moi. Ça a été effectivement très difficile, mais ça l'est toujours. Trouver sa place est un combat, est une mission de chaque jour. Alors évidemment, quand on prend de l'âge, on apprend à mieux se connaître, à savoir davantage qui l'on est, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Mais enfant, bon, c'est sûr qu'on est un peu vierge de tout. Donc on subit finalement tout ce que l'on traverse. Je me souviens du plus loin que je puisse, que j'étais pas à l'aise. Au-delà de la timidité, c'était une vraie problématique comme tu le disais, de trouver sa place dans ce monde. Alors je suis aussi gay, c'est peut-être la raison, je l'ai toujours su. Alors en Corse, il y a 35 ans en arrière, je te laisse imaginer, les mentalités n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc le regard des autres était pesant. C'est un sujet qui revient constamment, que ça soit Gwendal Mariamoutou, que ça soit Bruno Berberes, que ça soit Christophe Beaugrand. Cette acceptation finalement d'une sexualité, elle peut vraiment bousiller une enfance. C'est au-delà de l'acceptation de l'homosexualité, ce qui a été pour ma part compliqué, parce qu'à l'âge de 21 ans, en arrivant à Paris,
Ça a été une vraie révélation, comme une libération quelque part. Mais c'est pas tant de ne pas s'accepter. Moi, j'ai toujours su que j'étais gay. Je ne suis jamais sorti avec des filles, par exemple. Je ne me suis jamais forcé à aller dans une nature à l'inverse qui est la mienne, que je n'ai pas choisie. Parce que je dis tout le temps autour de moi, si j'avais pu choisir, je serais probablement pas gay, parce que c'est pas un chemin facile. Mais on ne choisit pas. Mais je n'ai pour autant jamais voulu me forcer. Mais la blessure là-dedans, c'est pas tant de s'accepter tel que l'on est, c'est plutôt de voir dans le regard de l'autre que tu n'es pas tel que lui aimerait que tu sois. Et quand tu es enfant, trouver ta juste place là-dedans entre qui tu es et celui qu'on veut que tu sois, c'est là où c'est violent et plutôt compliqué. À quel moment tu décides de venir à Paris et pourquoi ? Alors à quel moment? Je l'ai toujours décidé, comme je te l'ai dit, c'était un rêve, mais comme tous les rêves, on se dit est-ce que j'arriverai un jour à le réaliser? Donc je l'ai toujours voulu. C'est plutôt une opportunité qui a fait que j'ai pu saisir la balle au bon. Qu'est-ce que j'aime ce mot, l'opportunité! Ah, mais c'est un mot qui est magnifique, et magique. Je le dis souvent autour de moi d'ailleurs, hein, les gens, tu sais, quand ils parlent des uns ou des autres, ils disent « Ah, c'est un opportuniste ». Mais c'est pas un gros mot. Être opportuniste, c'est saisir l'opportunité. Saisir sa chance. La chance, l'accueillir. C'est pas être intéressé, ni manipulateur, être opportuniste. C'est cueillir la chance quand elle se présente. Donc j'ai été opportuniste à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai saisi une opportunité. C'était laquelle? D'une personne. Mais en fait, autour de moi, mes amis au lycée et à la faculté savaient mon rêve de Paris. Et notamment une de mes amies qui était en faculté avec moi m'a présenté à l'occasion d'un dîner chez ses parents une amie de sa mère qui travaillait à l'époque pour les Champagnes Ruinart, qui était la directrice de la communication. Et au cours de ce dîner, complètement informel, elle me demande quelles sont mes ambitions, qu'est-ce que je veux faire plus tard. À ce moment-là, je faisais des études de lettres modernes. Mon envie était d'être journaliste. Parce que je me disais que le journalisme serait peut-être un pont, peut-être déjà vers Paris, d'une façon ou d'une autre. Comment, je ne sais pas. Mais je n'avais pas les moyens de me payer une école de journalisme. Donc je faisais que des études de lettres à ce moment-là. Mais je lui explique ma vie, mon cheminement de pensée. Et elle me répond « Ah, mais les journalistes, sans manquer de respect aux journalistes, je ne fais que citer les mots qu'on m'a donnés, sont des gras de papier qui ne font que reproduire ce que les communicants leur donnent. » Et elle me dit « Est-ce que tu veux venir à Paris une semaine découvrir mon métier et voir ce que sont les relations publiques. » Alors là, forcément, je tombe de ma chaise, je dis « Mais oui, avec grand plaisir. » Donc me voilà parti à Paris une petite semaine, elle m'offre mon billet d'avion, d'une gentillesse, d'une générosité hors norme. Je passe une semaine là à découvrir un monde qui était à milieu de celui qui était le mien, forcément, des dîners de gala, je la voyais tisser des liens, recevoir des fax, connecter des gens dans des sphères incroyables. Et là, à l'issue de cette semaine-là, je me suis dit, waouh, c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'aime. Pas la brillance de ce que je voyais, mais cette capacité, cette possibilité de connecter les gens, de tisser des liens. Et ça, je trouvais ça magnifique en fait. Soudainement, le rêve de venir à Paris se fait. Tu découvres un univers, toi qui évoques avoir frôlé la précarité. Quel a été le moment le plus difficile? Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu découvres un monde, mais est-ce que l'avoir découvert, ça t'a ouvert la porte? Alors ça a ouvert une porte, oui, mais ça a ouvert surtout la porte sur une réalité. Le rêve est bien, le rêve est fort, le rêve est essentiel, mais il se confronte forcément mécaniquement à un moment donné quand il se réalise à la vérité du moment. Donc quand j'arrive à Paris, cette personne, à l'issue de cette semaine, se passe plusieurs mois, mais elle finit par me faire une proposition pour m'embaucher. Donc vraiment un truc magnifique comme opportunité. Mais avec un tout petit salaire, je suis assistant relations publiques à ce moment-là. J'ai pas de logement à Paris. C'est juste une amie qui est corse aussi, qui part en Erasmus au même moment, qui me prête son appartement, son studio pendant 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, je me retrouve sans rien. C'est là où tu parles de précarité. C'est même un peu. Ça a été le début, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je gagne, je crois, 1000 euros par mois. Donc se trouver un logement à Paris sans garant, mes parents ne pouvaient pas se porter garant, n'avaient pas du tout les moyens pour ça. Ça n'a pas été évident. Un défi, un vrai défi. Ah, plus qu'un défi.
J'ai eu des périodes où, je n'ai pas honte de le dire, hein, j'avais 5 € sur moi et il y a des soirs je mangeais, mon repas était une baguette de pain. Et je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, c'est la vérité. Mon repas était une baguette de pain. Voilà, parce que je n'avais pas les moyens de pouvoir faire mes courses correctement. Mais ce n'était pas grave. Tu avais ton idée en tête. Plus qu'une idée, j'avais la foi. Une détermination. La foi suffit. La foi suffit. Et ça, j'en suis convaincu, aujourd'hui à presque 43 ans. Je sais que tant que tu crois, tout ira. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un signe où tu t'es dit je suis là sur la bonne voie, même si je mange une baguette, c'est ma voie? Alors j'ai pas eu de, probablement plein de fois des signes, mais j'ai toujours eu la conviction plutôt, cette petite voix intérieure qui me disait ne baisse pas les bras, ce n'est pas grave. Loin de sa famille, tu sais, loin de la famille, loin des amis, parce que quand je suis arrivé à Paris, je te laisse te mettre dans la peau d'un jeune campagnard qui était berger, parce que j'étais étudiant avant, mais de l'âge de 11 ans à 17 ans, j'étais berger. Donc je travaillais la terre, dans les champs de maïs de Luzerne, donc j'étais très loin des avenues, des boulevards et des métros que je ne savais même pas prendre. Donc tu te retrouves plongé dans une jungle urbaine qui n'est absolument pas familière pour toi. Donc tu dois apprendre un métier, à décoder la ville, à la décrypter, à apprendre des nouveaux codes de connexion avec les autres. Tu ne te présentes pas de la même façon à Paris. Hein. Quand on parle de parisianisme, c'est vrai. Quand tu es un petit rat des champs, trouver ta place là-dedans, c'est pas évident. Je me souviens découvrir les codes. Les codes et comprendre les autres. Le début de ta carrière dans les relations publiques, finalement, ça vient relativement rapidement selon toi ou ça te semble un long parcours? Avant de fonder Whispering Agency, tu as travaillé dans plusieurs agences. Quel a été le poste le plus marquant pour toi? Je dirais le plus marquant, c'est mon premier poste chez Ruinart. Parce qu'elle t'a tout appris. Parce que ça m'a tout appris et surtout, ça a été, je crois, la première fois de ma vie où une partie de ce rêve que j'avais de Paris, hein, donc ce rêve-là, ce rêve parisien, se concrétisait et où finalement, je ne me suis plus senti juste spectateur de quelque chose, mais acteur de ma vie. Alors, certes, difficilement, parce que ce sont les prémices, que tu connais rien, tu connais personne. Tu sais pas trop où tu vas, puis tu es jeune encore une fois, donc tu vois, tu as une forme d'insouciance, mais là, le revers de l'insouciance, c'est parfois justement son pire ennemi. On t'a bien reçu quand tu as commencé à fréquenter tout ce réseau? De façon générale, oui. Alors oui, parfois il y a eu des personnes un peu pédantes, qui se sentent peut-être un peu mieux placées que d'autres, mais d'une façon générale, oui. Parce que je crois que quand tu restes toi, que tu as tes valeurs, tu vois, par exemple, je ne me suis jamais raconté une vie. Je n'ai jamais menti sur mes origines. Je n'ai jamais déguisé le parcours qui a été le mien. Parce que certains auraient pu en avoir honte, hein, quelque part, projeté dans un milieu où les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais au contraire, j'en ai fait une force et je pense que c'est ce qui a plu. L'authenticité et l'honnêteté. Oui. Quelle autre valeur tu as dû mettre en place? Quels talents, d'après toi, sont essentiels pour se lancer dans le milieu du réseau artistique, des relations publiques? Je pense que au-delà du talent, c'est plutôt la valeur. La valeur essentielle, c'est être authentique, c'est être soi, c'est être sincère et aligné. Pour une raison qui est simple, c'est que tu ne peux pas faire de bonnes relations publiques si le point de départ n'est pas ancré. Le point de départ, c'est forcément toi, parce que tu connectes des gens. Si toi, tu es sur un socle fragile et que tu n'es pas toi-même, ça ne pourra pas fonctionner. Alors bien sûr, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, hein, mais ça, c'est dans la vie de façon générale. Mais si au moins toi, tu n'es pas ancré avec toi, que tu n'es pas capable de te regarder dans une glace en disant « Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais avoir le courage de le dire, ou j'ai envie de ça et je vais mettre en place ce qu'il faut pour le faire », ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et j'ai vu beaucoup de personnes éclater en plein vol, hein, d'ailleurs, en essayant de prendre le costume de quelqu'un d'autre. Créer son réseau et développer son intuition. Voilà, d'après moi, la description d'un véritable relation publique, RP. Comment as-tu construit ton carnet d'adresses et ta crédibilité dans ce domaine?
Je l'ai construite au fil des ans. Je pense que alors là, pour le coup, c'est 20 ans de métier, hein. C'est 20 ans de relations, c'est 20 ans de liens et de confiance installée avec les personnalités ou les leaders d'opinion, comme on dit. Et ta crédibilité s'installe forcément à la force de l'exemple et comment dire, de la preuve de ce que tu fais. Tu sais, quand on dit il faut éprouver les choses, éprouver quelque chose, c'est se mettre à l'épreuve. Hein. Donc quand tu es mis à l'épreuve de par un projet, de par une mission, quelle qu'elle soit, et que tu l'as réussi, mais ta crédibilité se fait automatiquement. Tu en es venu à fonder ta propre agence, Whispering Agency, je le dis bien. Oui. Quelle est la collaboration qui a été le tournant, le démarrage de ce succès que tu as aujourd'hui? Alors je pense que si je dois parler d'une collaboration, c'est plutôt d'une rencontre. Au-delà de la collaboration, c'est celle humaine avec Lara Fabian. Lara Fabian, dont tu rêvais enfant. Oui. C'est absolument magique. Oui. Au-delà de rêver de Lara, je te parlais d'homosexualité tout à l'heure. Je vais te raconter une anecdote. Hein. En 97, lorsque cet artiste chantait une chanson qui s'appelait La Différence, on est dans un contexte en France où il n'y a même pas le Pacs encore. Donc les mentalités ne sont absolument pas ouvertes. Donc quand tu es un jeune Corse à la campagne, que tu sais qui tu es, mais que les autres ne te mettent pas dans cette case-là et qu'on te regarde un peu de travers et que tu n'es pas à l'aise, tu as parfois des mauvaises envies. Et d'avoir une artiste qui était en plein succès à ce moment-là, ose dire à la télé que tu as le droit de dire je t'aime à un garçon, ben oui, elle devient une inspiration, cette femme. Et elle est devenue, sans le savoir, un moteur me permettant de pouvoir un jour devenir qui je suis en toute conscience. Un moteur salvateur, parce que lorsque tu dis des mauvaises envies, on imagine ce que ça signifie. Parfois, on est dans un tel désœuvrement qu'on a juste envie de tout arrêter, même arrêter sa propre vie. Qu'est-ce que c'est beau, ça me donne des frissons. Et je sais que les artistes connaissent l'incidence qu'ils ont sur les individus. Tu veux dire que Lara Fabian a été une porte ouverte, un souffle de vie. Exactement. Raconte-moi la rencontre avec elle. Oh, la rencontre a été magique. Complètement hasardeuse, mais magique parce que je crois que l'univers a entendu finalement ces rêves d'enfant qui étaient les miens et l'amour que je pouvais porter à ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. On s'est rencontrés un jour dans l'hôtel dans lequel elle séjournait quand elle venait à Paris. J'avais un ami qui était pianiste dans cet hôtel, Flavien, que je compagnon, qu'on salue. Qui me dit, tu devineras jamais qui est en train de boire un verre dans l'hôtel, au bar de l'hôtel, il y a Lara Fabian. Donc, j'arrive. Et là, la directrice de l'hôtel me présente Lara, je te la fais courte. Hein. Tu connaissais la directrice? Je connaissais la directrice de l'hôtel parce que Flavien travaillait dans cet hôtel, donc j'y avais déjà été. Les connexions, les mouvements, les rencontres. Et elle me présente donc Lara. Et là, forcément, je n'ai même pas de mots, j'arrive même pas à retranscrire. Mais elle faisait un concert, je crois, 2 ou 3 semaines après ce jour-là. Et les places étaient parties à une allure folle. Et je lui dis, j'aurais aimé venir vous voir, mais il n'y a plus de place. Elle me dit, je m'en arrange. Elle revient vers moi 5 minutes après, elle me dit, donnez-moi votre nom, il y a mon manager, il vous met 2 places, et vous êtes mes guests, et vous serez sur ma liste. Vous allez au contrôle, vous serez sur ma liste. Et à l'issue de ce concert, son compagnon de l'époque est venu nous voir à l'entracte avec Flavien, parce que j'ai amené Flavien avec moi, pour nous dire, Lara vous attend pour faire un bœuf à l'hôtel après le concert. Et là, une vraie connexion humaine. J'ai pu lui dire, je lui ai même pas dit, je lui ai écrit une lettre en vérité. Encore une fois, cet amour des mots, pour lui raconter mon parcours et ce en quoi elle était si importante. Et après avoir lu la lettre, elle m'a dit, tu as raison, il n'y a pas de hasard. Toi et moi, ça ne fait que commencer. La magie de la vie qui repose justement sur le don de soi dans cette authenticité. Alors, ça commence comment ? Qu'est-ce qu'il en suit ? Tu as créé ton agence en 2017, oui. Avec une vraie ambition différente. En quoi elle se distingue d'ailleurs, cette agence ? Elle se distingue par sa capacité à travailler avec
humanité, avec sincérité. Alors, ça fait un peu poncif de dire ça, mais c'est pourtant vrai. Je ne me suis jamais forcé dans rien et avec personne. Je ne travaille qu'avec des clients que j'aime, qu'avec des artistes que j'aime, auxquels je crois, des projets pour lesquels je pense pouvoir apporter quelque chose, une plus-value, une valeur ajoutée, un regard, une vision. Donc ça se distingue vraiment par cette capacité à faire du sur-mesure, à être un accompagnateur sincère et fiable. Et discret. La discrétion, l'authenticité et l'excellence sont tes piliers. J'aime cette exigence, excellence et exigence qui sont fondamentales et essentielles pour toi. Tu gères un réseau de plus de 300 célébrités et influenceurs. On m'a raconté que tu étais comme un papa, un papa loup. Comment fais-tu pour gérer une relation avec 300 personnes, une relation si exclusive ? Encore une fois, tu la gères au fil du temps qui passe. Les relations sont comme l'amitié, elles s'éprouvent dans la durée, dans ta capacité à être toi, à être entier, à être fiable, à être fidèle, à être vrai, à ne pas trahir. À avoir cette sensibilité qui te présente à elle tel que tu es toi aussi, d'égal à égal, pas de quelqu'un de l'ombre à une star, non, juste deux êtres humains qui se rencontrent, qui partagent une expérience, une tranche de vie, un moment, juste dans la sincérité de leur être. Tu es l'agent de Camille Larcourt. Qu'est-ce que c'est qu'un agent ? Peux-tu nous dire ? Alors ici on a reçu Gérald de Benaïm, l'agent des enfants, Nathalie Myriam, Cruel Management, agent cinéma à Londres et à l'international. Camille Larcourt, c'est quoi être l'agent de Camille Larcourt ? Alors Camille Larcourt, c'est son agent, c'est construire l'image. Construire l'image. Oui, c'est façonner l'image. Alors il a forcément une image médiatique de par son parcours de champion, mais c'est pouvoir mettre en lumière la personne telle qu'elle est au-delà du sportif. Le palmarès parle de lui-même. Après, construire une image pour une personnalité, un talent, qu'il soit sportif, chanteur, acteur, c'est aller au-delà de son art. C'est le présenter au plus grand nombre dans ce qu'il est intrinsèquement. Tu vois, et ça, les médias le font pas nécessairement, parce qu'on va plus parler d'une sortie d'album, d'une médaille d'or, d'un film qui sort au cinéma, donc on va te parler de ton rôle dans le film, mais on parle finalement assez peu de la personne telle qu'elle est. Et travailler l'image d'un talent, d'un artiste, c'est vraiment mettre en place des moyens pour révéler la personnalité au sens le plus étymologique du terme. La personnalité, le tempérament, qui est-il vraiment ? Tu aimes les mots et tu aimes les individus. Oui. Tu es, d'après moi, la quintessence du RP. Jamais, jamais, jamais tu te mets en avant. C'est le piège que parfois rencontrent les personnalités. J'ai beaucoup observé les images avant de te rencontrer. Comment tu gères, même avec les gestes. Tu es le chef d'orchestre dans ces soirées. Quand tu pousses délicatement Eva Longoria, tu la diriges. C'est un art. Comment tu as appris tout ça en observant ? Comment tu as appris les codes ? Comment tu sais gérer le temps ? C'est intuitif ? Alors je vais te répondre de façon assez basique. Je crois que ça ne s'apprend pas. C'est comme demander à Céline Dion comment est-ce qu'elle a appris à chanter. Alors ça fait très prétentieux, je ne vais pas me comparer à Céline Dion, mais je ne serais pas capable de te répondre à ça. Alors oui, il y a de l'observation, oui, tu regardes autour de toi, tu observes les codes, mais cette gestuelle dont tu parles, en fait, elle n'est rien d'autre que de la bienveillance. Tu vois, c'est un geste... De la bienveillance, mais une sorte d'exigence. Ta devise est « Nous n'avons jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. » Exactement. Et tu sais quoi ? Je suis allée chez le coiffeur ce matin avant de te recevoir. Parce que j'ai trouvé ça tellement vrai entre bienveillance et exigence. Quelle est ton hygiène de vie, de toi envers toi-même ? Quel est ton rythme de vie ? Est-ce que tu sors beaucoup ? Est-ce que tu bois de l'alcool ? Est-ce que tu es fêtard ?
je ne sais pas pourquoi je t'imagine relativement sobre. Alors, plus jeune, il y a quelques années, de par le métier qui est le mien, j'ai été amené à beaucoup sortir. Alors quand je dis sortir, pas les discothèques, ça n'a jamais été mon délire, même quand j'étais adolescent. Mais à beaucoup sortir au restaurant, faire beaucoup de dîners, de rencontres, donc forcément c'est des bouteilles de vin, des échanges, etc. En prenant de l'âge, maintenant je m'économise énormément. Je choisis mes moments. Parce que je me choisis aussi. C'est beau ça, tu as su te préserver et enfin tu as éveillé l'estime de soi et tu as pris en valeur. C'est joli ça. Mais c'est important parce que tu sais, quand tu avances dans le temps, tu te rends compte que ton corps, c'est ce que tu as de plus cher. Hein. C'est ce que tu as de plus cher, c'est pas ta voiture, ton appartement ou même ta carrière. C'est ce corps qui te porte, qui te permet d'être là où tu es et d'avoir ce que tu as. Donc il faut en prendre soin. Le secteur évolue constamment avec le digital et les nouvelles tendances. Comment adaptes-tu tes stratégies pour rester pertinent? Parce que quand on voit aujourd'hui, on a du mal à suivre. Et les tunnels de vente, et l'IA, et la transformation des pots. Comment suivre en cette tendance qui évolue sans cesse? Moi, c'est assez simple. Je pense qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on ne peut pas être expert dans tout. En revanche, on peut s'entourer. Et c'est ce que je fais. Moi, sur toutes ces nouvelles technologies, que ce soit l'influence digitale, le digital, marketing digital au sens large, j'ai une équipe dans l'agence plus jeune que moi, plus aguerrie, parce que c'est sa génération, parce qu'ils ont été élevés avec, ils ont les codes de façon très naturelle. Et je délègue, du coup. Je délègue. Apprendre à déléguer. Parce que, oui, c'est important. Parce que dans le fait de déléguer, il y a encore une fois cette certitude que si tu es apte à déléguer quelque chose, c'est que tu te connais. Tu sais en quoi tu es bon et en quoi tu ne l'es pas. Et de pouvoir déjà donner, passer à l'autre, lui dire tiens, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'avoir ton regard, c'est que tu es très bon quelque part. Parce que tu oses reconnaître qui tu es véritablement. Et pas te perdre. Les célébrités doivent gérer leur image différemment aujourd'hui. Oui. C'est relativement déroutant. Quels conseils tu leur donnes pour préserver cette notoriété tout en restant authentique? Parce que j'ai bien compris que c'est la devise de ton agence. On ne peut pas tout dire et on ne peut pas tout montrer. Ça ne veut pas dire mentir, ça ne veut pas dire tricher, ça veut juste dire se préserver. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, du digital, les publics sont informés, surinformés. C'est souvent même un déversoir de haine où on se cache facilement derrière un ordinateur pour te traiter de X ou Y gros mots. Donc en fait, il faut apprendre vraiment à donner ce que tu es, mais de façon réfléchie, pensée. Alors, j'ai rien contre la spontanéité que peuvent avoir certains artistes, mais je pense que aujourd'hui, vaut mieux, j'allais dire presque calculer ce que tu as à dire pour mieux faire passer le message. Parce que réfléchir. Parfois, tu veux dire quelque chose, tu sais à quoi tu penses, à quoi tu fais allusion, tu sais ce que tu veux montrer, mais tu sais pas par qui ça va être recueilli et comment ça va être transformé. Notre métier, quand tu fais de l'image et que tu es quelqu'un de l'ombre et que tu es un stratège, comme tu le dis, c'est d'explorer toutes les conséquences possibles. Avec le fin connaisseur que tu es des mots, qu'est-ce que tu dois t'amuser en frôlant et racontant délicatement toutes ces histoires? Tu mets l'accent sur les connexions humaines. J'allais te demander quelle est la rencontre qui a changé ta carrière. Je crois que tu nous l'as déjà dit. Oui. C'est celle de Lara Fabian. Oui, ça restera indéniablement Lara parce qu'elle a été le point de départ de beaucoup de choses. Et puis bon, j'ai été jusqu'à travailler avec Lara pendant de très nombreuses années. Je collabore encore de façon épisodique avec elle, mais j'étais pendant très longtemps un de ses plus proches collaborateurs. Et ça, c'est une vraie démonstration que l'univers nous entend. On te voit beaucoup avec Eva Longoria. Oui. Raconte-moi la rencontre avec elle. La rencontre avec Eva, encore une fois, tu vois, c'est un lien avec Lara.
Pour l'anecdote, je vais te raconter. C'était en 2013 de mémoire, et à ce moment-là, il y avait des manifestations en France contre le mariage pour tous. J'étais avec Lara à une soirée au théâtre du Rond-Point, je crois, me semble-t-il. Euh, et un photographe qui s'appelle Olivia Schiappa aujourd'hui, mais qui s'appelait Olivier Schiappa à l'époque, est venu nous aborder avec Lara pour nous proposer de faire une campagne qu'il avait imaginée, qui s'appelait Les couples imaginaires, où il mettait des personnalités de même sexe hétérosexuels dans des situations d'amour de la vie de tous les jours. Donc Lara a voulu évidemment participer à cette campagne, mais il fallait trouver un binôme. Lara voulait le faire spontanément avec Morane, et là je dis à Lara, bien sûr qu'avec Morane c'est bien, mais ce qui est intéressant dans cette campagne c'est l'aspect surprenant. Te voir avec Morane ça ne l'est pas, parce que tu es mon autre, il faut une personnalité plus surprenante. Je demande au photographe s'il a des personnes qui sont aussi seules pour faire un binôme, on ne trouve pas. Et là je dis à Lara, écoute, on ne va pas se presser, laisse-moi faire, je vais trouver quelqu'un. Comme d'habitude, on réfléchit. Et là, je reçois un mail d'une personne qui travaille avec Eva sur son dîner de charité, qui me demande si Lara accepterait de venir chanter gracieusement à l'occasion de leur prochain dîner à Paris, pour soutenir les actions d'Eva. Et là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je réponds donc oui, avec plaisir, à une condition. Si Lara accepte de soutenir les actions d'Eva avec cœur, Lara aimerait que Eva soutienne une cause qui lui est chère, à savoir la cause homosexuelle, et j'explique le contexte politique du moment en France. Et contre toute attente, Eva accepte de poser avec Lara, qu'elle ne connaît pas, dans cette pose un peu suggestive, comme si elles étaient deux lesbiennes en fait. Donc me voilà partie avec Lara quelques temps après pour faire cette photo. On va chanter au gala, enfin elle va chanter au gala, moi je ne chante pas, elle va chanter au gala comme promis, et je sympathise avec la présidente de la fondation et avec Maria, comment ça s'appelle ? Maria Bravo. Maria Bravo, une grande dame. Une grande dame, philanthrope, une humaniste, elle est extraordinaire cette dame, ce qu'elle accomplit chaque jour en portant les combats qui sont les siens, c'est magique. Et cette rencontre a été aussi déterminante finalement, parce qu'à l'issue de ça, cette rencontre humaine, elle fait qu'on me demande si je veux travailler avec eux pour gérer ce gala. Et puis après, maintenant ça fait 10 ans, et puis forcément les relations se sont développées avec Eva et le reste de l'équipe. Quelques mots sur ce gala qui s'appelle Global Gift Gala, oui. Raconte-moi, de quoi ça parle ? Alors le Global Gift Gala, c'est un événement qui est issu et organisé par la fondation Global Gift, qui est une plateforme qui organise des événements un peu partout dans le monde. Le font à Paris, à Cannes, à Marbella, à Londres, à Madrid, dans plein de places mondiales. Et on collecte des fonds en faveur des enfants et des femmes. Et Maria Bravo et Eva choisissent toujours une association locale dans le pays dans lequel le gala a lieu, pour mettre en lumière des actions qui n'ont pas forcément des porte-voix aussi importants que ce que peut être Eva. Donc ça permet aussi à des associations, notamment en France. On l'a fait avec Grégory Le Marchal, on l'a fait récemment avec Women Safe and Children, qui est une association dont la marraine est Florence Foresti. Donc ça leur permet d'une part collecter des fonds, mais aussi de mettre en lumière leur message grâce à la voix d'Eva. J'imagine qu'en écoutant ce podcast, cet épisode, de nombreux artistes vont avoir envie d'être représentés ou accompagnés par toi. Quelles sont les conditions requises pour envisager intégrer ton agence ? Je le vois pas. Je ne le vois pas comme un privilège que de travailler avec moi. Il n'y a pas de prérequis, si ce n'est juste être encore une fois soi, être quelqu'un d'humain, et quelqu'un qui a conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, parce que c'est parfois très difficile de s'assumer tel qu'on est, aussi dans ses failles. Aussi dans ses failles. J'ai lu quelque part que tu écris actuellement, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, un retour aux sources, à l'amour des mots. Tu as un ouvrage autobiographique en préparation. Oui, je suis en train d'écrire un livre sur mon parcours. Alors, c'est autobiographique, oui, clairement. Après, il y a quelque chose d'un peu prétentieux dedans, donc j'ai presque une forme de gêne, mais l'envie m'est venue parce que je reçois très souvent sur les réseaux sociaux des messages de jeunes qui me demandent quel est le parcours, comment est-ce qu'on fait pour travailler dans ce milieu-là, qui sont pleins de rêves, d'envie et parfois de désespoir.
Et c'était pour moi une façon de dire, voyez, on peut commencer en étant berger. Aujourd'hui, travailler avec des personnalités qui sont mondialement connues. Il y a un chemin, il n'y a pas de règle absolue, mais il y a un chemin, c'est celui de croire en toi. De croire en toi. Alors, plein de gens le disent, mais peu le font. Donc, essayez de le faire. Vous allez voir, ça marche. Et travailler sur l'authenticité. Oui. On a l'impression que tu as accompli plein de rêves. Est-ce qu'il y en a un encore que tu n'as pas accompli et que tu peux nous raconter, si c'est avouable ou peut-être pas? Non, je sais pas. Si des rêves, on en a tous toujours. Je pense que si je devais en avoir un, c'est peut-être aujourd'hui de pouvoir transmettre justement ce parcours aux plus jeunes, raconter cette histoire du jeune berger corse homosexuel qui avait peur du regard des autres, qui ne savait pas où était sa place, qui ne savait même pas si un jour il pourrait la trouver, cette place-là, qui s'est donné les moyens de se la faire, cette place, de la prendre surtout, sans jamais pousser les autres. Et si je peux avoir un rêve, c'est qu'aujourd'hui mon parcours puisse servir peut-être à d'autres. Tu n'as de cesse que d'avoir ce désir d'éveiller et d'éclairer, surtout d'éclairer. Est-ce que pendant ces années, cette carrière, il y a eu une erreur que tu as fait, une chose qui aurait pu te mettre en péril? Oh, il y en a eu plein. Des gaffes? Erreurs. Des gaffes, parfois même des choses où tu te rends compte avec le temps et à force de l'expérience que c'était pas la bonne façon de faire. Et tu apprends de ça. Aucun parcours n'est parfait. Mais rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais parfait. Parce que si tout était parfait, quel serait le but? Quel serait le but? C'est s'améliorer qui est important, s'accomplir. Dans la volonté de s'accomplir, il y a cette notion de se rendre meilleur, de devenir chaque fois une meilleure version de soi. Et ça passe forcément par l'erreur. Ça passe forcément par le fait de tomber et d'avoir la force de se relever. Toi, tu sais, on dit souvent, c'est pas de tomber 2 fois, ni 3 fois, ni 1000 fois qui est grave. C'est de tomber au même endroit. Et de tomber au même endroit. Un dernier conseil pour tous ces artistes qui nous écrivent « Je veux devenir comédien, je veux être chanteur, je veux être un sportif, je veux être une célébrité ». Un conseil. Tu viens de dire la chose. Je veux être une célébrité. Je pense que le conseil que j'ai à donner, et je pense que c'est malheureusement l'époque qui veut ça. Être artiste, c'est pas être célèbre. La célébrité n'est qu'une conséquence à un succès. Ce n'est en aucun cas un métier. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est développe ton art, travaille, parce que le talent ne suffit pas, il faut du travail. On parlait de Lara Fabian tout à l'heure. Lara Fabian est une artiste qui, malgré le talent qui est le sien, prend toujours aujourd'hui des cours de chant et travaille sa voix chaque semaine. Et quand elle est en période de tournée, c'est un sportif olympique, alors qu'elle a 35 ans de métier. Donc le travail est là, c'est essentiel. Le talent ne suffit pas. Il faut du travail, de la persévérance, de la détermination, et surtout ne pas faire les choses pour les mauvaises raisons. Thierry, que dirais-tu au petit Thierry, le berger, en Corse? Qu'est-ce que tu lui dirais pour plus tard? Je lui dirais, ne t'inquiète pas, ça ira, fais-toi confiance, un petit peu plus. La confiance. Merci Thierry Martineau pour ce délicieux moment. À très bientôt. Merci à toi Soledad. Au revoir.